Bon, moi, je vous... Ok, super. Donc, je disais, en fait, souvent, peut-être quand la connexion est un peu faible ou quoi, le direct ne passe pas. Donc, ça affiche le code de 300, donc ça ne passe pas. Donc, j'ai essayé plusieurs fois. Donc, nous allons enregistrer et après, on va partager pour ceux qui veulent le suivre ou pour ceux qui n'ont pas pu suivre. Voilà. Donc, donc ce soir, nous avions quelques petits modules à gérer ensemble. Donc, il s'agira donc du travail à chaud. Oui, c'est un petit module. Donc, on a mis plusieurs petits modules ensemble. Ensuite, nous allons voir, PTO, l'observation donc de tâches planifiées. Ensuite, on va voir la manutention manuelle, voilà, ça aussi c'est très petit, et le levage et manutention mécanique. Voilà, donc c'est juste des petits modules qu'on va mettre ensemble. Néanmoins, dans le développement, on pourrait peut-être s'attarder sur certains points et donc ça peut rendre ça long, mais nous allons rester dans le temps imparti et si le temps permet, à la fin, ben oui, ça fait différents modules, mais à la fin, s'il y a des questions sur le trois ou quatre sujets en même temps, ben oui, on pourrait donc s'entretenir avec sur ça. Alors, donc, le travail à chaud, plus particulièrement, donc, c'est le permis donc, de travail à chaud qui va donc nous intéresser. Alors, vous voyez que en début, voilà, vous aviez vu des cours sur les risques. Voilà, les risques euh, liés donc à beaucoup de choses. Donc, les risques en milieu industriel, les risques en entreprise. Donc, vous avez vu les grandes familles des risques, voilà, et autres. Donc, il y a des travaux qui comportent réellement, donc, un certain nombre de risques, voilà, tels que le travail en hauteur, il y a des chutes, voilà, ce sont des travaux où les risques sont nombreux. Mais le travail à chaud également, c'est un travail avec beaucoup de risques et particulièrement le risque d'incendie. Le risque d'incendie, le risque d'explosion, le risque de blessure, de brûlure, voilà, donc beaucoup de risques liés donc au travail à chaud. Donc, le permis serait donc nécessaire pour essayer de rappeler les gens, est-ce que un certain nombre de choses ont été vérifiées au préalable pour nous permettre donc de commencer, voilà, et d'exécuter et terminer un travail à chaud, voilà, en toute sécurité. Voilà. Donc, vous verrez que la plupart des permis sont des listes de vérification, des checklists. Voilà. Donc, est-ce que telle chose a été prise en compte? Est-ce que l'espace, le lieu de travail a été donc, bien inspecté, est-ce que vous aviez des extincteurs? Est-ce que, voilà, tout ce qui peut prendre feu a été dégagé? Voilà. Donc, voilà. Est-ce que vous avez fait l'analyse, des tâches? Le GSC a été fait. Voilà. Donc, non. Est-ce qu'on a les équipements qu'il faut? Voilà. Donc, c'est des checklist, c'est des vérifications, des points essentiels à vérifier au préalable. Voilà, donc le permis donc, va revenir sur ces questions-là. Donc, pour faire un travail comme ça, à chaud, ou bien un travail avec beaucoup de risques, voilà, ou un travail là où il y a un permis. Donc, le permis, c'est vraiment son importance comme ça. Voilà. Donc, le travail à chaud, comme précédemment dit, eh ben, c'est un travail avec beaucoup de risques.
Alors, donc, voilà. Et l'objectif donc de ce module-là, c'est que on puisse à la fin, voilà, mettre en application les vérifications préalables et les suivis donc des travaux à chaud effectués dans l'entreprise. Voilà. Donc, cette procédure-là, ou voilà, cette procédure donc de travail à chaud là, s'applique dans beaucoup de travaux, voilà, où il y a des risques d'incendie, des risques élevés, donc hors des zones désignées nécessitant pas de permis de travail à chaud. Voilà, donc ça veut dire hors des zones désignées. Ici, on voudrait dire quoi? Donc, s'il y a un atelier de soudure, OK? Donc, dans l'atelier de soudure, donc un certain nombre de choses ont été donc et fait, prédisposé et prise en compte pour que le travail puisse se faire en toute sécurité sur ce lieu-là. Voilà. Maintenant, on va pas pouvoir tout le temps travailler à l'atelier. Voilà. Donc, il va arriver qu'une machine ou qu'il y ait à dépanner, à réparer, à faire une maintenance quelque part où on va aller, par exemple, faire un travail à chaud là-bas. Ce n'est pas dans l'atelier. Donc, il y a toutes ces dispositions que l'atelier présente là. Eh bien, on n'a plus ça. Donc, il faut nécessairement un permis, voilà, qui va donc vous obliger à vérifier un certain nombre de points avant de procéder donc à la tâche. Voilà. Donc ça, c'est très important. Alors, donc, les travaux à chaud, là, il y a, par exemple, des travaux comme la coupe au chalumeau, hein, la coupe au chalumeau, hein, la soudure avec un appareil de soudure à arc électrique, hein, et on a la coupe à la meuleuse, on a la coupe à la scie circulaire à métaux, voilà, donc vous verrez que le point commun donc de tous ces travaux-là est en fait le fait que ces travaux-là, soit ça dégage beaucoup de chaleur, soit il y a la présence d'une flamme nue, soit il y a la présence d'étincelles incandescentes, voilà. Et voilà, par exemple, lorsque on est en train de faire une coupe à la meuleuse. Donc, vous voyez, tout le monde a déjà vu, au moins les soudeurs, utiliser une meule pour découper ou bien pour mêler quelque chose. Voilà, donc si vous êtes à côté, eh bien, vous voyez que il y a donc ces petites particules-là qui se déversent, hein, des étincelles incandescentes. Donc, si ça tombe sur quelque chose, hein, voilà, souvent un habit, un chiffon, ouais, ça peut brûler. Donc, vous voyez que ça perce la plupart du temps, hein, leur tenue et autres. Voilà. Donc, ça peut réellement provoquer des incendies. Donc, imaginez que ces choses-là se projettent sur un liquide ou un gaz inflammable ou bien sur un combustible quelconque, eh bien oui, ça peut prendre voilà, feu et donc causer des incendies. Voilà. Donc, s'il y a la présence de flammes nues, là, c'est tellement évident que oui, ça peut poser des problèmes. Donc, le fait que ça puisse chauffer hein, certaines parties, et vous aviez vu donc le cours sur euh, euh, l'utilisation des extincteurs, donc je vais dire le cours, je veux dire, vous maîtrisez le triangle de feu. Voilà, le triangle de feu qui présente tout simplement euh, la présence simultanée de trois conditions réunies, à savoir le combustible, le comburant et donc une source de chaleur, voilà, ou source d'énergie.
Alors, donc, vous voyez que si il y a le combustible, c'est-à-dire si dans l'atelier ou bien dans l'endroit où on doit effectuer ces travaux-là, il y a du combustible, ça peut être du plastique, du bois ou tout autre matériel qui peut s'inflammer, voilà, un liquide, voilà, ou quoi que ce soit. Donc, quelque chose qui peut brûler. Donc, le combustible peut être présent sur les lieux. Voilà. Et bien sûr, comme ça se passe dans l'air ambiant, on peut dire qu'il y a le comburant, l'oxygène. Donc, il suffit quoi? Eh bien, que la chaleur, voilà, que l'étincelle en question, voilà, et c'est tout de suite parti en vrille. Et aussi, le plus grave dans cette histoire, c'est que, oui, ça peut ne pas se produire pendant que l'on est en train de faire le travail là. Voilà, donc la plupart du temps, les feux de forêt, autres qui ont lieu, ben, quelqu'un a fumé, il a jeté un mégot, il est parti. Ce n'est pas automatique. Voilà, donc le feu peut couver pendant un temps et prendre, voilà, après un temps se lancer. Alors, ça peut arriver aussi que pendant que vous faites ce travail-là, eh bien, rien ne se passe parce que peut-être il y a eu hein, un feu couvant quelque part, voilà, une étincelle qui est tombée sur quelque chose et ça brûle un peu et voilà, d'ici là qu'on se rende compte, voilà, donc on est en face d'un incendie. Voilà. Donc, tous ces travaux-là sont donc des travaux à chaud. Donc, ce sont des exemples donc, de travaux voilà, à chaud. Alors, donc, dans tous ces travaux, il faut que on puisse prendre des dispositions pour que le travail puisse donc se faire en toute sécurité. Voilà. Donc, la première des choses, c'est, je crois que vous vous rappelez donc des 9 principes donc de prévention, n'est-ce pas? Et si vous en rappelez, vous verrez que le numéro 1, c'était quoi? D'éviter donc le danger. Voilà, éviter donc le danger. OK? Voilà. Donc, le deuxième, c'était évidemment, voilà, bien analyser les dangers qu'on ne peut pas éviter. Voilà. Donc, ça va s'appliquer ici également. Donc, pour le travail à chaud, qui comporte d'énormes risques, voilà, voilà, donc je disais éviter le risque ou éviter le danger, oui, comme vous connaissez la corrélation, donc vous comprenez. Alors, donc pour le travail à chaud qui contient ou qui comporte d'énormes risques, alors, on va chercher à l'éviter. Voilà, dans la mesure où c'est possible, on peut ne pas faire donc le travail à chaud. Voilà, s'il y a des alternatives, alors on va préférer donc ces alternatives-là que d'effectuer un travail à chaud. Voilà, donc c'est très important. Donc, avant d'entreprendre des travaux produisant de la chaleur ou des étincelles, voilà, ou mettant en œuvre une flamme nue, on doit toujours vérifier s'il n'existe pas d'autres méthodes plus sécuritaires. Voilà, des méthodes comme quoi? Le boulonnage. Voilà, au lieu de souder, si on peut boulonner, là, serrer avec des boulons pour que deux parties voilà, se joignent, pour joindre des parties. Pourquoi pas? Voilà. Donc, au lieu de couper avec une meule, si on peut utiliser, voilà, voilà, si on peut faire le cisaillement. Voilà, le cisaillement. Donc, couper avec hein, des cisailles. Voilà, là, il n'y aura pas de grains ou de particules incandescentes qui vont se déverser. Voilà. Alors, donc, l'assemblage mécanique, hein, l'utilisation de joints ficelés, etc. Donc, il y a des exemples donc d'alternatives OK, qu'on peut donc utiliser. Donc, c'est d'éviter, si c'est possible, dans la mesure du possible, l'éviter. Alors,
Si on ne peut pas l'éviter, eh ben, c'est en ce moment qu'on doit bien analyser et s'assurer que oui, on maîtrise le risque, qu'on a des mesures de contrôle adaptées qu'on a apportées. Voilà. Donc, c'est cela qu'il faut faire. OK? Donc, si le travail à chaud est nécessaire, il faut donc utiliser une zone spécialement aménagée à cet effet. Voilà, comme l'atelier de soudure. Voilà. Donc, tant que c'est possible de ramener le travail là et l'effectuer, pourquoi pas. Et là, il y a des dispositions qui ont été prises. Et voilà. Donc, et si cela aussi n'est pas possible, eh bien, on doit suivre à la lettre donc la procédure donc de délivrance donc de ce permis de travail à chaud là. Donc, qui va donc permettre de vérifier un certain nombre de points, voilà, pour s'assurer que cela va pouvoir se faire, voilà, en toute sécurité. Alors, donc, oui, on démarre lentement, c'est un moteur diesel, mais on va accélérer pour pouvoir ne pas tomber dans le piège d'avoir, on a des petits modules et finalement, voilà. Alors, donc, cette procédure de permis de travail à chaud est obligatoire et doit être mise en application par tout employé et par tout entrepreneur, voilà, attitré et en tout cas, qui doit faire donc des travaux à chaud à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, hein, voilà, des travaux qui utilisent des flammes nues ou qui produisent donc de la chaleur ou des étincelles. Donc, c'est obligatoire. Donc, ce que les Anglais disent, it's a mandatory task. OK? Donc, c'est très important de le savoir. Alors, donc, un travail à chaud, hein, comme, qu'est-ce que, pour le définir réellement, c'est vrai qu'on a déjà dit l'essentiel, oui, mais là, si on vous posait la question, qu'est-ce qu'un travail à chaud, vous devez donc pouvoir aisément répondre. Donc, c'est tout travail, hein, au moyen d'un équipement à flamme nue ou qui produit donc de la chaleur ou une étincelle. Voilà. Donc, comme on l'a déjà cité, donc hein, le coupage à l'air d'une meule, le brassage, la soudure, l'utilisation d'un chalumeau, etc. sont hein, des travaux à flamme. Alors, pour le permis, la première étape, c'est de trouver donc des solutions alternatives, on l'a dit. Tant que c'est possible, il faut éviter. Voilà. Maintenant, si l'alternative n'est pas possible, donc on doit aviser le contremaître pour le travail qu'on doit faire, eh bien, on n'a pas d'autre choix. Voilà, on doit faire le travail à chaud obligatoirement. Alors, donc, oui, l'étape 2 c'est la planification. Il faut donc planifier, préparer les choses. Donc, les contremaîtres doivent alors mentionner voilà, donc ils doivent mentionner la création donc du bon de travail, que ce travail-là, ils doivent mentionner dessus que ce travail-là exige un permis de travail à chaud. Ainsi, le responsable de la planification doit donc pouvoir assurer d'inclure un bon de travail, donc euh, la liste de vérification et de préparation du secteur pour que le travail à jour puisse être fait selon les règles de l'art, voilà, et à temps, parce que ça doit se préparer, voilà, le jour précédent. Alors, donc, pour les entrepreneurs internes et externes, eh ben, le contremaître des travaux doit s'assurer d'obtenir obligatoirement auprès donc, du service de planification la liste de vérification et de préparation donc, du secteur pour le travail à chaud qu'il devra compléter et remettre une copie au service de planification. Voilà. Donc, dit comme ça peut penser à beaucoup de choses. Non, mais c'est simple. C'est juste dit, c'est un processus obligatoire et on doit donc préparer cela. Si on se rend compte qu'on n'a pas d'autre choix que de faire le travail à chaud, alors on avise. Hein, et quand on parle de contremaître dans certaines circonstances, il faut tout simplement se référer, voilà, au superviseur. Donc, à votre superviseur ou sur le superviseur, donc,
du garage, du superviseur, donc de la soudure ou de ces travaux-là. Donc, doit être voilà, avisé sur ces questions-là et il doit donc préparer ce bon-là. Donc, va inclure donc le permis dans le bon donc, du travail à faire. Et ils doivent s'assurer que on puisse vérifier un certain nombre de choses, on puisse préparer, voilà, et puis remplir tout et donner des copies là où il faut. Alors, donc, oui, le responsable de l'exécution du travail à chaud doit remplir le permis avant l'exécution du travail, des travaux. Donc, ce n'est pas en étant, voilà, pour respecter les choses, il faut le faire avant. OK? Il faut pas aller sur, commencer le travail et puis on est en train de vouloir juste formaliser, voilà, pour non. Il faut le faire avant et il faut le respecter, prendre en compte son importance, c'est-à-dire c'est des vérifications préalables qui doivent être faites. Donc, il faut le faire avant l'exécution donc, des travaux. Après qu'on s'est assuré que toutes les précautions nécessaires ont été prises pour protéger les équipements, les personnes et l'entreprise et tout. Voilà. Donc, il doit avoir rempli la liste de vérifications et préparation du secteur pour le travail à chaud. Donc, cocher tous les points de vérification nécessaires qui sont sur le permis. Alors, voilà, donc il va noter également les informations suivantes. Ça veut dire le lieu et la nature donc, des travaux doit être précisé sur le permis. Donc, le nom et la fonction de l'intervenant chargé donc de l'exécution des travaux. Voilà, la date et l'heure d'expiration du permis à chaud. Et oui, c'est important, ça s'expire. Donc, vous ne pouvez pas faire remplir un permis aujourd'hui, dire que vous allez faire ce travail-là, de telle heure à telle heure, si vous n'avez pas pu le faire, eh bien, si vous devez le faire demain ou après-demain, un autre permis doit être rempli. Voilà, donc ça s'explique. Donc, le nom de la personne à joindre en cas d'urgence, incluant le téléphone, tout ça doit également figurer sur le permis. Le travailleur signe le permis en indiquant son nom et l'heure de début donc des travaux. Voilà. Bon, je l'avais déjà dit. En voici voilà, une fiche cartonnée, voilà, généralement. Oui, mais bon, ça c'est comme ça en principe. Mais dans certaines entreprises, c'est juste des imprimés, c'est pas un carton, mais en réalité, si on veut respecter les choses, ça, voilà. Donc, ça doit être comme ça. Voici le permis, donc du travail à chaud. Voilà, ça doit être cartonné avec maintenant des calques et d'autres copies qu'on peut donc joindre ou voilà. Mais le permis cartonné devrait même être sur le lieu donc du travail en question. Alors, on poursuit avec l'affichage du permis, comme on l'a dit. C'est le responsable donc du travail à chaud, hein, conserve donc le permis, le feuillet du permis et remet la partie cartonnée voilà, à la personne qui doit réaliser donc le travail, qui doit donc pouvoir le garder hein, sur le, le lieu donc du travail. Donc la personne chargée donc de faire le travail à chaud est responsable donc d'approcher la partie cartonnée du permis dans la zone donc des travaux. Alors, donc, pendant toute la durée donc, des travaux, le permis doit être là. Ok? Le permis doit rester là et il doit y avoir une supervision. Voilà. Donc, dans la zone concernée. Voilà. Donc, on doit avoir une surveillance, un agent donc, de surveillance. Alors, il doit notamment prêter attention aux étincelles, voilà, le surveillant, voilà, et aux sources de chaleur. Donc, il se tient prêt à intervenir en cas donc, de besoin en utilisant un extincteur. Donc, vous voyez pourquoi tout le monde doit pouvoir maîtriser l'utilisation des extincteurs. Voilà. Alors, donc, oui.
Une fois que les travaux aussi sont terminés, eh ben, ce n'est pas fini pour un travail à chaud. C'est pas parce qu'on a fini, on est parti, on a tout rangé que c'est fini. Non. La jaune, hein, contient toujours, donc il y a toujours des risques. Comme on l'a dit, un feu peut être couvrant quelque part et plusieurs heures après même la fin des travaux, ça peut se déclencher. Donc, on doit avoir l'agent de surveillance qui doit rester sur place pendant au moins 1 heure. Voilà. Incluant les temps de pause, le dîner, le quart et tout ça. Donc, son travail, c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de feu courant sur le lieu, même vraiment après la fin donc, des travaux. Et c'est pas seulement sur les lieux, comme vous l'avez vu. Donc, pour une coupe à, à meule, là, avec une meule, par exemple, vous voyez, ça peut projeter donc des étincelles. Donc, au-delà même de la zone de travail, il doit surveiller toutes ces parties-là pour s'assurer que réellement, il n'y a rien euh, comme feu courant quelque part et qui pourrait donc, voilà. Donc, après ça, il va signer la section fin de la surveillance incendie. Voilà. Donc, sur le permis cartonné qui est sur place, donc il y a un endroit où le surveillant va pouvoir signer fin de surveillance. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la ronde d'inspection par le contremaître en charge donc, du travail. Et ça, c'est quoi? C'est dû au fait toujours que, oui, les incendies, voilà, ne se déclarent pas vraiment comme on l'a dit. Donc, jusqu'à 3 heures après, eh ben, un incendie peut toujours hein, se déclencher. Voilà. Donc, 3 heures après l'achèvement, hein, on doit toujours pouvoir vérifier. Donc, voilà, c'est impératif que, oui, il y ait des rondes régulières pendant les 3 heures suivantes, donc la période donc, de surveillance constante. Voilà. Donc, ça, c'est très important également. Alors, donc, les rondes d'inspection sont prises en charge par le contremaître responsable donc, du travail à chaud euh, qui a été effectué. Alors, donc, lors de sa dernière ronde, ça veut dire 3 heures après, voilà, et le contremaître va inspecter une dernière fois les lieux, puis il signe la section dernier contrôle, donc, voilà. Donc, sur la partie cartonnée du permis qui était toujours sur place là. Voilà, donc la partie cartonnée et la copie donc de la pochette du permis à chaud sont remis donc au service donc de planification. Donc c'est après ça que voilà, il peut prendre le permis, la partie cartonnée qui était sur le lieu là et joindre l'autre partie, la copie pour donc donner à pour classement. Voilà. Donc dans les registres prévus donc à cet effet-là. Voilà, donc c'est comme ça que ça se fait. Donc, vous voyez à quel point c'est important donc hein, et que le travail à chaud soit pris au sérieux. Voilà, parce que, on l'a dit, le feu peut couver hein, pendant plusieurs heures et se déclencher au moment où hein, on s'y attend pas du tout. Voilà, donc c'est vraiment important. Alors, donc, oui, euh, le contremaître de production présent hein, peut prendre la relève voilà, lors des inspections et de signer la fin de la période d'inspection sur le permis. Donc, cette demande doit être obligatoirement transmise par écrit et verbalement discutée entre les deux parties. Ça veut dire que, oui, le contremaître responsable peut ne pas voilà, être là où il peut être amené à descendre, c'est-à-dire, voilà, peut-être qu'il a fini, mais voilà, s'il lui descend à 18 heures, alors que des travaux ont été faits vers les 15 heures, 16 heures. Vous voyez que les 3 heures et autres, donc, mais il y a un autre qui montre où il y a quelqu'un qui est là. Donc, ça doit être clair. Il peut clairement donc demander que on le surveille, on le remplace, des choses comme ça. Donc, c'est très important. Voilà.
pour que la surveillance là soit réellement suivie avec rigueur. Donc, c'est très important. Les documents seront conservés pour une période minimum d'un mois. Voilà, même après tout ça, donc les documents doivent être conservés. Donc, c'est à ce moment et seulement à ce moment que le travail à chaud est considéré comme terminé. Donc, vous voyez à quel point cela est important. Alors, donc, voici rappel rapide. Donc, en premier lieu, cherchez à éviter donc le travail à chaud. OK? Donc, si cela est impossible, gérez donc le travail à chaud en suivant la procédure des permis de travail à chaud étape par étape. Donc, ça va permettre de vérifier, voilà, hein, un certain nombre de choses pour s'assurer que, voilà, les conditions sont réunies pour que le travail puisse se faire en toute sécurité. Voilà, donc faites appliquer rigoureusement les règles de sécurité recommandées. Hmm. Voilà, que le travail soit réalisé par des employés du site ou par des intervenants extérieurs. Voilà, ça veut dire que oui, oui, souvent il arrive que ce n'est pas vous-même, mais vous demandez à d'autres prestataires ou à d'autres personnes. Voilà, donc dans votre entreprise, s'il y a hein, des toits qui coulent ou des quoi, et qu'on demande aux gens de venir faire avec le chalumeau coller du goudron ou coller. Donc, vous voyez, ça peut arriver que ce n'est pas des éléments donc, de votre entreprise, mais vous faites appel à un prestataire pour faire un travail quelconque. Voilà. Donc, si c'est un travail à chaud, il faut suivre scrupuleusement hein, la procédure. Donc, et veiller vraiment à ce que tout se passe bien. Alors, donc, cela est très important. Donc, il faut aussi vérifier que toutes les précautions ont été prises. Donc, il faut assurer la surveillance de la zone, comme on l'a dit. Voilà, 3 heures après les travaux. Voilà, donc, il faut vraiment euh, s'assurer de faire cette surveillance-là. Conserver les permis, voilà, et les répertorier par incident survenu s'il y a eu des incidents, évidemment. Alors, donc, en cas d'incendie, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Puisque vous saviez utiliser des extincteurs, vous saviez, voilà. Donc, en tant qu'assesseur, agent assesseur, donc, voilà, non seulement c'est très bien de savoir tout ça, mais on doit pouvoir aussi les maîtriser et enseigner, c'est-à-dire sensibiliser, former voilà, les gens de notre entreprise et spécifiquement ces personnes-là qui doivent donc hein, effectuer donc des travaux voilà, à chaud qui comportent énormément de risques. Alors, donc, c'est très important. Donc, en cas d'incendie, sonnez l'alarme et puis faites hein, ce qui s'ensuit, comme utiliser des extincteurs. En tout cas, il faut suivre le protocole établi, voilà, le plan euh, préétabli par l'entreprise en question, voilà, pour gérer ça. Voilà, donc on ne va pas revenir sur cette question-là, parce que c'est supposé déjà vu. Alors, donc, oui, vous voyez, c'est un petit module, mais on va changer de cap parce qu'on doit continuer. Voilà, et c'est sans transition. À la fin, s'il y a des questions, on va pouvoir les faire. Alors, donc, ensuite, on va changer de cap parce qu'on va quitter le travail à chaud à observation donc de tâches. Alors, donc, oui, pour l'observation de tâches, je vais partager euh, mon écran. Alors, donc, sans transition, hein, parce que, euh, voilà. Alors, le travail, l'observation des tâches planifiées, ben,
Voilà, la formation sur l'observation de tâches planifiées, et c'est très important pour les associations que nous sommes. Et c'est également très important pour un certain nombre de personnalités dans l'entreprise. Voilà, et c'est pour tout le monde d'ailleurs. Alors, c'est quoi cette OTP, donc observation donc, de tâches? Il faut tout simplement retenir que l'observation de tâches planifiées est le processus par lequel une tâche est minutieusement observée en vue donc de savoir si oui ou non un travailleur exécute tous les aspects donc de la tâche de manière correcte. Voilà. Donc, il s'agit d'une observation qui est enregistrée pour être analysée et développer donc des mesures donc de contrôle. Voilà, donc concrètement dit, sur le terrain, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, observation de tâches, comme son nom l'indique, eh bien, c'est observer une personne exécuter une tâche. Voilà, donc, et on enregistre tout ce qu'il fait. Donc, ce n'est pas comme si on filmait, parce que là, si c'était avec une caméra, alors on va pouvoir tout simplement après revisionner donc la vidéo pour voir si il faisait tout correctement, donc s'il a suivi donc les étapes correctement. Mais là, ce n'est pas une vidéo. Mais il faut comprendre l'enregistrement ici, c'est-à-dire vous avez votre fiche et vous enregistrez. Voilà. Donc, on va dire que vous n'êtes pas de la télévision. Peut-être que vous êtes de la radio ou bien vous êtes de la presse écrite. Voilà, juste pour caricaturer. Alors, donc, vous aviez donc votre fiche avec votre bic. Voilà, il fait son travail et vous notez. Voilà, vous enregistrez tout ce qu'il fait, donc les étapes. Alors, donc, c'est très important, hein, donc, de pouvoir bien le faire. Donc, l'observation donc, de tâches ici, c'est un outil qui sert vraiment à observer les conditions et pratiques de manière organisée et systématique. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on doit faire des OTP? Donc, OTP, observation de tâches planifiées. Maintenant, le terme aussi que vous allez rencontrer couramment dans les entreprises, c'est PTO. Voilà, mais là, c'est juste en anglais. Donc, c'est juste en anglais. Mais sur les sites miniers, et comme vous le savez, il y a beaucoup de sites où c'est anglophone et même quand c'est francophone, les expressions anglicisées restent les plus courantes. Alors, donc, PTO, c'est Plan Task Observation. Donc, c'est la même chose, observation donc, de tâches planifiées. Donc, si vous entendez PTO ou OTP, ou voilà, donc, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de confusion possible. Alors, donc, pourquoi une OTP? Toutes les organisations trouvent que l'OTP est très utile, non seulement parce que ça permet d'améliorer la santé et la sécurité, mais aussi pour améliorer les opérations. Voilà. Donc, oui, on travaille peut-être depuis plusieurs années, voilà. Et comme on le dit, qui n'avance pas, recule. Voilà. Donc, euh, dans ce monde en perpétuel changement, ben, il n'y a pas une manière statique. Donc, les choses ne sont pas statiques, les choses sont dynamiques. Donc, ça change, ça bouge. OK? Donc, rien que pour améliorer donc, notre façon de faire nos opérations, il est important qu'on continue donc d'observer les gens et d'essayer d'améliorer certaines choses. Donc, c'est une amélioration continue. Voilà. Donc, pour les opérations, c'est très utile. Donc, toutes les organisations s'accordent à cela, que l'observation des tâches est très importante. Donc, vous voyez, en dehors même des aspects sécuritaires, voilà, c'est très important parce que ça permet réellement d'améliorer donc les opérations.
OK? Alors, donc, oui, c'est pourquoi on dit que c'est non seulement utile pour la santé et la sécurité, puisque là, en le faisant, on peut tout de suite voir, oui, est-ce qu'ils le font en sécurité? Voilà, donc, s'ils prennent des raccourcis, s'ils font des déviations, alors, donc, chaque jour, quand on voit le résultat final, eh bien, on se dit que ça se passe bien, mais quand on regarde les étapes, comment les gens font pour arriver à ce résultat, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses, voilà, qu'ils enfreignent ou qu'ils brûlent des étapes ou qu'ils font donc des raccourcis ou des choses comme ça. Et donc, c'est par chance ou voilà, qu'on n'a pas d'incident, qu'on n'a pas de tout. Voilà. Mais et il faut réellement observer. Donc, on ne peut pas assumer que oui, quelqu'un qu'on a formé sur le travail en hauteur, voilà, qu'il porte chaque fois son armée, qu'il le porte correctement, voilà, il le porte bien depuis, hein, avant de monter, ou bien il va en haut, voilà, même si c'est dans le chariot élévateur, et c'est une fois en l'air qu'il va essayer de porter. Donc, il faut aller voir réellement. Donc, comment les gens le font? Est-ce qu'ils respectent les étapes? Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les analyses à travers donc, les observations de tâches planifiées sont vraiment la traduction directe donc, de la gestion des risques pour le travail qu'effectuent donc les employés. Alors, euh, pourquoi toujours une utopie? Oui. C'est la meilleure manière pour voir comment une personne fait une tâche donnée et est vraiment de l'observer. Donc, pour voir comment réellement quelqu'un travaille, comment il le fait, comment il arrive au résultat final, eh bien, il faut l'observer. Il n'y a pas de manière. Voilà, il faut l'observer à la tâche. Voilà. Donc, c'est une manière sûre pour savoir si une tâche importante est réalisée selon la procédure. Voilà, s'il y a des meilleurs moyens pour l'exécuter. Est-ce que vous voyez? Donc, on peut avoir une procédure. Donc, quand on part dans une mine, il y a une procédure sur comment conduire un camion dampeur. Il y a une procédure sur comment utiliser une chargeuse. Il y a une procédure sur comment monter une roue dans le garage. Donc, il y a des procédures. Donc, il y a les travaux. La plupart donc, des travaux courants ont donc des procédures. Voilà, qui sont déjà écrites. Donc, on suppose que la procédure a été analysée et que oui, c'est la bonne manière donc de faire le travail en toute sécurité. Donc, la procédure existante, c'est de voir maintenant sur le terrain, est-ce que réellement, la personne arrive donc à suivre la procédure, donc à travailler de façon sécuritaire. Voilà. Mais, comme on le dit, la procédure elle-même, on la révise de temps en temps. Donc, en observant, oui, c'est de voir si on suit la procédure, mais c'est aussi de voir s'il n'y a pas de meilleurs moyens pour exécuter une tâche donnée. Voilà. Et donc, s'il y en a, on va les découvrir. Donc, on peut voir que sur le terrain, les gens ont des pratiques qu'ils font. Maintenant, ce n'est pas tout de suite de blâmer ça, mais c'est de voir ces choses-là. Est-ce que et quel est l'impact donc de ces changements-là dans la santé, dans la sécurité et dans la qualité donc du travail? Donc, s'il n'y a pas de grave danger et si ça se passe vraiment bien, oui, on peut adopter donc des choses, des bonnes manières de faire, on peut améliorer, on peut changer les procédures. Voilà, donc c'est cela. Donc l'importance donc de l'identification et de l'évaluation des changements dans la manière dont les gens font les tâches importantes n'est plus à démontrer. Voilà, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la gestion donc du changement. OK? Donc à travers les autopsies, à travers les observations, on peut donc aller améliorer beaucoup de choses. Donc, il y a suffisamment donc, de preuves montrant que des changements non détectés sur le lieu donc, de travail constituent donc des sources majeures donc, qui causent de grands nombres d'accidents. Voilà. Parce que oui, on a une procédure, mais est-ce que concrètement sur le terrain, c'est ça que les gens font? Non, c'est pas évident. Voilà. Donc, la procédure peut dire que oui, pour descendre dans la fosse, il faut utiliser la troisième vitesse. Concrètement, on va voir des opérateurs sur le terrain qui disent non, ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas quoi, voilà. Et ils ont des raisons toujours à vous dire. OK?
Maintenant, oui, ils descendent avec, il y en a qui vont descendre avec hein, quatrième, cinquième, voilà. Et oui, que c'est facile de manœuvrer, que ça va bien, voilà, voilà. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, il y a donc des changements hein, qui se font. Donc, on ne peut pas être au bureau ou juste ne pas aller sur le terrain et penser que oui, tout se passe bien. Voilà, donc c'est réellement. Hein, l'observons. Donc, il y a beaucoup de preuves qui montrent vraiment que les changements et oui, un accident va arriver, un incident va arriver, et si on va se rendre compte que oui, c'est là que ça pêchait. Voilà. Donc, parce qu'il y a beaucoup donc, de changements qui, et si ce n'est pas sécuritairement fait, voilà, et qui ne sont pas détectés, eh bien oui, ça ne peut que conduire vers ces incidents, ces accidents-là. Voilà. Mais si on fait des observations, on va les détecter et on va donc les corriger. Alors donc, ces observations permettent de détecter et de corriger tout comportement, voilà, procédure hors norme, risquant, voilà. Donc, avant que cela n'occasionne donc d'un accident ou des accidents. Donc, c'est vraiment très important. Donc, on doit pouvoir encourager et renforcer donc des actes sécuritaires des employeurs. Alors, donc, ces changements peuvent se glisser dans le lieu de travail sans qu'on ne se rende compte hein, et sans être évalués jusqu'à ce qu'ils posent un problème. Ça arrive très fréquemment. Voilà, donc les gens après donc leurs inductions, voilà, leurs formations et autres, oui, sur le terrain, voilà, et on va vous dire que oui, et là, c'est la pratique, hein. Faut oublier votre théorie là, et puis voilà. Donc, c'est comme ça, sur le terrain, ça se dit. Voilà. Donc, hein, oublie un peu tes cahiers, oublie un peu tes trucs, oublie tes papiers. Voilà, parce que là, on est sur le terrain. Donc, quelqu'un dirait que le terrain commande la manœuvre. Oui, certes. Mais il y a donc hein, des choses importantes eh ben, qu'on doit pouvoir détecter. Donc, si, c'est ce qu'on disait, on n'a jamais dit que tout est mauvais. Donc, il y a des changements qui sont positifs et qu'on doit observer. Voilà, l'essentiel, c'est d'observer et d'analyser. Si ces changements ne sont pas positifs, s'il y a des risques, voilà, qu'on puisse les détecter et les corriger à temps. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc, il faut pouvoir évaluer ces choses. Voilà, donc c'est ce qu'on dit, il y a des changements bénéfiques que les gens découvrent au fur et à mesure qu'ils font des choses. Voilà, ils ont de l'expérience, ça fait 20 ans, certains font certaines choses, ils découvrent des meilleurs moyens, des meilleures manières de faire des choses en toute sécurité, rapide et qualitative. Voilà, donc on n'a jamais dit que les changements sont toutes mauvaises. Voilà, mais les changements où, oui, c'est des raccourcis où les gens mettent leur vie en danger pour pouvoir finir à temps ou pour pouvoir, voilà. Non, ça, il faut les détecter et les corriger. Voilà. Donc, l'important, c'est de savoir que le changement a été détecté et évalué pour voir ses potentialités en termes d'amélioration ou donc de perte. Voilà, c'est ça l'important. Donc, et pour y arriver, il faut passer par l'observation de tâches. Voilà. Donc, cela permet vraiment de savoir avec certitude si les gens exécutent bien une tâche ou pas. Voilà. Alors, donc, très rapidement, les étapes donc, de la réalisation d'une observation donc, de tâches, c'est quoi? Eh bien, c'est, la première étape, c'est la préparation de l'observation. Voilà, préparer, ça se prépare. OK? Parce que non seulement on a dit que ça va se faire selon une procédure, ça va se faire selon un certain nombre de choses. Pourquoi vous voulez même observer donc cette tâche-là? Pourquoi cette tâche et pas l'autre? Voilà, donc, ça se prépare. Ça se prépare. Donc, la préparation consiste donc à déterminer quelle tâche observer. Et pour ce faire, il faut tenir compte de quoi? Quel est l'historique donc des pertes donc liées à cette tâche-là? Voilà. Donc, on observe peut-être pas tout, mais là, peut-être qu'on veut aller observer le travail en hauteur parce qu'on doit monter les choses ici. Et historiquement, oui, on a déjà enregistré donc des incidents liés à cette tâche-là. À chaque fois qu'il y a des travaux, hein, en hauteur, il y a souvent des blessures, il y a souvent des trucs. Voilà. Donc, oui, s'il y a ces travaux-là, on va aller les observer. On va observer. Voilà, pour voir si ça se fait bien. Voilà. Donc, ou bien il y a des manutentions, on doit faire des montées ou lever donc des charges
ou décharger des conteneurs, voilà, décharger donc des produits, du matériel, voilà. Donc, et on se rend compte qu'il y a déjà eu des incidents. Donc, ça, c'est important. Donc, quel est l'historique donc des pertes donc liées à cette tâche? Est-ce qu'il s'agit donc d'une tâche critique? Quelles sont les possibilités donc de perte de la production? Voilà. Donc, il y a une machine importante, hein, le générateur qui alimente toute l'usine doit être réparé, il y a des pièces qu'on doit monter là-bas. Ben voilà, on doit observer ce genre de tâches parce que si il y a des choses qui ne marchaient pas bien, il y a beaucoup de pertes, il peut y avoir arrêt de travail, il peut y avoir un certain nombre de choses. Voilà, donc il y a tout ça à regarder. Donc, il faut voir tout ça. Quelles sont les possibilités? Quels sont les possibles coûts de dégâts matériels? Voilà, donc si il y a des pièces importantes, des pièces rares, des pièces qui coûtent cher qu'on doit monter. Est-ce qu'on va permettre que les gens aillent juste monter ça comme ça? On va exiger que les procédures puissent être suivies, donc on va observer pour s'assurer que ça se passe bien parce que si ça n'est pas le cas, et ça va causer donc des pertes ou bien des coûts. Voilà, donc ça c'est très important. Voilà, souvent aussi des tâches qui doivent être vite faites. Qu'est-ce qui va se passer, par exemple, si la tâche n'est pas vite réalisée à temps? Voilà. Donc, tout ça, c'est important. Voilà. Donc, y a-t-il une procédure écrite ou des instructions pour une tâche donnée? Voilà. Donc, voilà, c'est tout ça qu'on va observer. Donc, s'il n'y a pas de procédure, on sait par exemple que là, il faut une analyse donc, de risque. Donc, tout ça, c'est important. Donc, c'est des choses à vérifier avant même que l'observation n'ait lieu. Voilà. Donc, ça, c'est la phase donc, de préparation. Voilà. Donc, oui. Donc, prendre la procédure de travail et la passer en revue. OK? Donc, il faut, si vous voulez aller observer des gens qui doivent travailler, donc vous les observez selon la procédure, par exemple, qui existe. Alors, si vous ne connaissez pas la procédure, ou bien si vous n'avez pas tout ça en mémoire, donc il faut revoir, il faut revoir. Dans la procédure de travail, eh bien, si elle n'existe pas, eh bien, c'est l'analyse des tâches qui doit être faite et c'est peut-être pourquoi pas une occasion de faire une procédure pour cette tâche donnée, par exemple. Voilà, donc il faut pouvoir documenter les étapes, les analyser, savoir qu'il n'y a vraiment pas de risque que les choses sont maîtrisées. Voilà, donc ça c'est très important. Ensuite, il faut identifier l'employé à observer. Pourquoi tel employé pas tel autre employé? Donc, il faut prendre en compte ce qui suit dans le choix donc, de la personne à observer. Voilà, ça peut être un nouvel employé. Donc, il vient de faire l'induction, il vient de faire une formation, voilà, voilà. Et donc, il doit aller sur le terrain. On veut aller voir, est-ce qu'il a bien compris, est-ce qu'il suit bien, est-ce qu'il suit les procédures, est-ce qu'il respecte les choses. Voilà, si c'est un nouvel employé. Donc, on veut contrôler pour s'assurer qu'il débute bien. Donc, oui, ça peut être un employé très expérimenté aussi. Voilà. Et le problème avec les employés très expérimentés, oui, c'est ça. Ils sont imbus donc de cette expérience et souvent, c'est eux qui prennent les raccourcis. Voilà. C'est eux qui, oui, ah, ça fait 20 ans que je le fais, j'ai 10 ans d'expérience dans ça, voilà. Donc, écoutez, voilà, voilà. Donc, oui, c'est malheureusement le cas, oui, des employés comme ça, eh bien, qui causent donc des incidents ou des accidents. Donc, ça arrive. Donc, on va observer, on peut choisir donc d'observer, voilà, des employés expérimentés pour voir si ils n'ont pas, il n'y a pas, l'usure n'a pas eu raison, donc des procédures. Voilà. Oui. Donc, on peut aussi observer les mauvais exécutants. Quelqu'un que, oui, il n'a pas la bonne renommée. Donc, oui, on dit que lui-là, il, il exécute mal. Voilà. Et on veut voir pourquoi et on veut observer, on veut corriger un certain nombre de choses. Voilà. Donc, oui, il y a des employés qui aiment prendre les risques. Donc, eux, là aussi, on va aller les observer. Donc, on peut partir. Donc, il y a plusieurs critères sur lesquels. Il y a aussi des exécutants extraordinaires. En voici une personne, on sait que oui, généralement, les gens, ils arrivent à faire, ah oui, ils réparent, par exemple,
hmm, euh, euh, 10 voitures par jour. Mais celui-là, il répare 20 voitures par jour, donc il est extraordinaire et les chefs, les patrons, tout le monde l'aime. Voilà. Mais est-ce que réellement il suit les procédures? Est-ce qu'il ne brûle pas beaucoup d'étapes? Est-ce que oui, si on s'en tient seulement au résultat final qu'il procure, est-ce que par exemple il ne met pas sa vie en danger pour pouvoir réaliser certaines choses et finir certaines choses à temps et tout ça? Donc on peut décider donc juste d'aller observer ces catégories donc, de travailleurs-là pour voir si réellement ils font bien le travail. Donc, si la qualité y est, si et la procédure est respectée, voilà, gérer les changements comme on a vu plus haut. Voilà. Donc, tout ça, c'est très important. Alors, donc, oui, une fois que c'est bon, on peut décider d'informer l'employé qu'il sera observé. Voilà, tout comme on peut aussi décider de ne pas le faire. Et même si on doit le faire, ici, il s'agit tout simplement, ce n'est pas un truc qu'on fait pour sanctionner, pour non, pour noter ou non. Voilà, donc si vous décidez de l'informer, il faut lui dire pourquoi vous l'avez choisi, oui, pourquoi vous aviez choisi cette tâche et en quoi consiste donc le programme d'observation planifié. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, donc, en dehors, tout ça, c'était dans la préparation. Maintenant, c'est la réalisation, c'est-à-dire l'observation des tâches proprement dites. Là, on ne parle pas beaucoup, on n'intervient vraiment pas. Voilà. Donc, il s'agit d'observer. Donc, ce n'est pas un cours, ce n'est pas une formation. Donc, terre à terre, je vais le dire quoi, vous partez, vous regardez, il fait. Donc, du début jusqu'à la fin, vous ne lui dites absolument rien. Vous regardez seulement. Voilà. Et vous notez. Et à la fin, oui, vous pouvez maintenant intervenir, lui dire, oui, si à cette étape-là, vous n'avez pas fait ça alors qu'il fallait faire ça, donc donner des conseils. Voilà, donc c'est comme ça. Et aussi, vous pouvez, si il a fait de bonnes choses, oui, vous le félicitez, vous le dites très bien. Voilà, à ce niveau, oui, c'est vraiment bien. Voilà, voilà, donc c'est comme ça. OK? Donc, on se met de côté, on regarde. Voilà. Donc, il faut éviter de l'interrompre au maximum possible. Maintenant, attention, quand on dit de se mettre de côté, on n'a pas dit, par exemple, même si tout de suite, il risque, voilà, faut pas s'arrêter là et observer un incident, laisser se passer un incident ou un accident sous ses yeux. Voilà. Donc, oui, il doit monter en haut, il commence et il ne porte pas son année là, vous l'arrêtez, et puis voilà, voilà. Parce que, voilà, tout de suite, il tombe devant vous, vous étiez là et vous... Non, c'est pas comme ça. Voilà, donc, en dehors de certains cas extrêmes comme ça, où vous pouvez interrompre et puis corriger avant de continuer. Non, dans les autres cas, vous l'observez tout simplement du début jusqu'à la fin et à la fin, vous pouvez donc lui dire, voici à tel niveau, voilà. C'est comme ça. Donc, discutez de votre observation avec l'employeur, puisque de toutes les façons, à la fin, on va discuter, féliciter ou corriger certaines choses et puis il va signer. Voilà. Donc, c'est ça. Et vous remplissez le formulaire et puis voilà. Donc, le formulaire devrait être envoyé au superviseur et autres pour suivi. Donc, c'est ça proprement dit, la réalisation. Voilà. Donc, ce n'est vraiment pas compliqué. Alors, donc, réellement, l'observation des tâches, c'est ça. Donc, il s'agit donc d'aller observer quelqu'un en train de faire une tâche et le suivre du début jusqu'à la fin. Voilà. Là, on ne l'interrompt pas. On le laisse faire, on regarde. À la fin, on pourrait dire, eh oui, à tel niveau, par exemple, supposons que vous êtes au garage et vous observez donc un mécanicien qui démonte une roue qui remonte une autre roue. Voilà. Donc, est-ce qu'il a fait le cadenassage? Est-ce qu'il a mis des cales à roue? Voilà, des choses, des petites choses comme ça. Si il n'a pas fait tout ça, ou bien il a fait tout ça, maintenant, l'engin, il a laissé la clé, par exemple, hein, sur l'engin. Supposons que quelqu'un d'autre vient.
Voilà, mettre cela en marche, des choses comme ça. Voilà, donc, oui, vous pouvez lui dire, oui, c'est très bien à tel niveau, vraiment félicitations, mais ici, là, fais attention parce que voilà, voilà, voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, il faut observer sur le terrain pour détecter, il y a beaucoup de choses qu'on fait, eh ben, par ignorance ou par usure ou par truc, mais euh, ça se fait comme ça. Alors, donc, c'est seulement en observant qu'on peut détecter un certain nombre de choses et pouvoir les corriger à temps avant qu'un incident ne se produise. Voilà, donc c'est vraiment ça. Et il faut aussi noter que ces observations-là, ça contribue aussi pour les statistiques et puis les calculs donc des performances, santé, sécurité et autres. Voilà, il y a un cours que vous verrez, voilà, sur ça. Alors, donc, ça contribue à cela. Maintenant, il ne faut pas aussi penser que c'est seulement les associés qui font seulement les observations de tâches. Non, la plupart du temps, dans certaines sociétés, on donne même des objectifs. Voilà, donc les managers, les superviseurs, on les file donc des fiches de ce genre pour observer et pour faire des choses et puis ramener donc des targets, voilà, des objectifs par mois, par semaine. Voilà, donc ils peuvent, voilà, donc ce n'est pas seulement, même si c'est vraiment une activité très courante pour nous, les associés, oui, ce n'est pas uniquement nous, d'autres personnes aussi le font. Alors, donc, oui, pour l'observation de tâches, ça aussi, on va s'arrêter ici. Alors, donc, comme je le disais, c'est des petits trucs qu'on a assemblés ce soir. Voilà, il est 21h14. On va continuer sans transition. Donc, on va faire la manutention manuelle. Ça aussi, c'est vraiment un petit cours. Voilà. Et on va terminer par le levage et manutention mécanique. Alors, très sportivement, je vais, voilà, repartager mon voilà, manutention manuelle. Alors, donc, la manutention manuelle. Qu'est-ce que c'est que la manutention manuelle? Ben, c'est quelque chose que tout le monde sait puisque on a tous déjà soulevé des choses, poussé des choses. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, donc, comme on l'a dit, c'est quoi la manutention manuelle? Eh bien, il faut tout simplement retenir que la manutention manuelle est définie comme étant l'opération qui consiste à faire quoi? À déplacer un objet quelconque. Voilà, un matériel, une machine, un produit, tout ce que vous voulez, d'un endroit à un autre, d'un point A à un point B. Voilà, par la force humaine. Voilà, donc je soulève la chaise pour aller la déposer là-bas, je soulève le sac de ciment pour l'envoyer là-bas, je soulève la brique pour l'envoyer là-bas, et je soulève des rames de papier, je soulève voilà, un colis, un carton, voilà, n'importe quoi hein, que je soulève, que je déplace. Alors, je parle de déplacer parce que c'est plus voilà, donc déplacer, je pourrais soulever, je pourrais pousser, je pourrais tirer. Voilà, donc tout ça, c'est déplacer un matériel, un objet, voilà, d'un point A vers un point B. Voilà. Donc, par la force humaine. Donc, quand vous tirez, quand vous poussez, voilà, tout ça, c'est par la force humaine. Donc, ça déplace un objet ou un produit d'un point A vers un point B. Donc, la manutention manuelle est donc toute activité nécessitant une personne donc pour soulever, abaisser, pousser, porter, lancer, déplacer ou retenir un objet. Voilà. Donc, ouais, tout ça, ah, vous devez retenir un objet pour que, voilà, ça ne soit pas projeté de l'autre côté, tout ça. C'est de la manutention. Voilà.
Bien sûr qu'on va mettre un peu plus l'accent sur les questions donc de soulever. Voilà. Mais tout ça, c'est de la manutention manuelle et il y a des risques associés à tout ça. Alors, pour les manutentions manuelles, il fait appel à la force musculaire et aux organes humains en vue d'exécuter le travail nécessaire au déplacement donc, des objets. Alors, donc, retenez que 85% donc, des blessures au travail sont causées par des activités donc, de manutention manuelle et le dos est la partie du corps le plus touchée. Le dos, le plus touché. Oui, la plupart des blessures touchent la colonne vertébrale ou d'autres parties vulnérables du corps telles que les mains, les bras, les pieds. Voilà, donc si on doit soulever des choses, oui, voilà, on peut se blesser. Voilà. Voilà, on peut se couper les mains, on peut se blesser, donc on peut se faire coincer les doigts. Alors, donc, on peut aussi, des charges peuvent tomber sur les pieds, donc, un certain nombre de choses. Donc, d'où les protections, d'où les gants, d'où les chaussures, voilà, d'où toutes ces précautions nécessaires. Alors, donc, oui, on a euh, l'utilisation de la mauvaise technique pour déplacer un objet, pour entraîner quoi? Beaucoup de problèmes, comme les élongations, les entorses, les hernies, les blessures, les fractures, voilà, tout ça. Par exemple, les hernies. Donc, les hernies, hein, c'est courant, c'est fréquent. Donc, les gens qui ont soulevé des choses, et puis voilà, finalement, ils ont des problèmes. Les hernies. Voilà, donc tout ça sont d'autres euh, risques voilà, qu'on encourt en faisant donc la manutention manuelle. Alors, donc, oui, on va beaucoup plus parler donc de soulever. Donc, la bonne technique pour soulever, donc c'est quoi? Donc, voici la première des choses, c'est voilà, l'écart donc de ses pieds. Donc, il faut écarter ses pieds selon la largeur donc de sa hanche. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, donc, oui, donc voilà. Ça veut dire quoi? Pour garder la bonne position lors du levage d'un objet lourd ou volumineux, il faut se rappeler donc on va parler donc de 6 facteurs. Donc, le premier, c'est au niveau des pieds. OK? Voilà. 6 parties du corps. Voilà. Les pieds d'abord. Donc, il faut écarter les pieds à la largeur donc de sa hanche. De toutes les façons, pendant même que l'on parle, si quelqu'un peut se lever pour essayer. Si vous faites le grand écart et puis vous voulez soulever, est-ce que ça sera possible? Donc, essayez donc d'écarter les pieds au-delà donc de la hanche pour voir si vous pouvez soulever aisément quelque chose. Voilà. Donc, c'est compliqué. Alors, donc, la bonne technique, c'est de d'écarter les pieds légèrement à la taille, donc, à la largeur donc de votre hanche. OK? Voilà. Ensuite, quoi? Ensuite, le genou. Voilà, donc le genou fait quoi? On va plier le genou, voilà, pour s'abaisser et atteindre l'objet qui est posé qu'on doit soulever. En ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser la force des cuisses pour lever. Voilà. Sinon, si on ne plie pas les genoux, si on va courber le dos en ce moment et on va soulever. Et c'est là que, oui, les problèmes de dos prennent naissance. C'est là que toute la charge et autres aura un effet sur le dos, voilà, sur notre colonne vertébrale et tout ça. Voilà. Donc, on plie les genoux donc pour s'abaisser, pour pouvoir atteindre l'objet qu'on doit soulever. Ensuite, oui, le dos. Voilà. Le dos doit être le plus droit possible. Donc, pendant on plie les genoux pour s'abaisser, oui, on ne doit pas, on doit essayer de garder donc le dos le plus droit possible pour éviter de mettre la colonne vertébrale sous tension, tout simplement. Voilà, c'est très important. Et les bras, oui, au niveau des bras, c'est quoi? C'est de les garder le plus près du corps possible. Voilà, là, ça réduit
l'effort au minimum. Voilà, essayez. Si vous essayez, donc tendez les bras et essayez de soulever quelque chose qui est plus loin que vous. Donc, vous aurez plus d'efforts à faire. Mais quand vous gardez les bras près du corps le plus possible, donc vous verrez que c'est beaucoup plus facile et moins d'efforts. Voilà. Et de toutes les façons, si la technique est bien suivie, vous verrez que ce n'est ni les bras, ni quoi que ce soit qui vont lever la charge, mais l'action de levage sera faite par les cuisses, les muscles donc des cuisses. Donc les bras, les mains serviront tout simplement à maintenir, à agripper et à maintenir la chose. Voilà. Alors, donc, au niveau des bras, c'est vraiment de les garder le plus près du corps possible pour réduire l'effort. Ensuite, voilà, les mains. Les mains, c'est vraiment pour avoir une bonne prise. Donc, les paumes et les mains, c'est ça qui est en contact, c'est ça qui prend, c'est ça qui saisit, c'est ça qui, voilà, qui est en contact. Voilà, donc, avec la charge. Donc, oui, il faut avoir une bonne prise. Voilà. Donc, si vous prenez mal, ça peut glisser. Si vous prenez mal, oui, ben, ça peut causer beaucoup de problèmes. Alors, donc, il faut avoir une bonne prise. Ensuite, la tête. Voilà. Cette partie, c'est la partie qui fait rigoler beaucoup de personnes lorsque c'est en présentiel et qu'on essaie de le faire ou qu'on les demande de le faire. Voilà. C'est pas la tête, c'est, on dit de rentrer le menton et lever la tête. Donc, les gens trouvent ça contradictoire, puisque en voulant rentrer le menton, on a tendance à abaisser la tête. Non, c'est juste le menton qu'on fait rentrer, mais on relève la tête. Voilà. Donc, relever la tête, vous voyez que la colonne vertébrale qui est sur le dos s'étend jusqu'au dans le cou, voilà, jusqu'à la tête. Donc, oui, relever la tête permet donc de garder la colonne vertébrale droite. Voilà, tout simplement. Ben, je vois quelqu'un qui est en train d'essayer. Donc, oui, c'est ça, il faut essayer. Enfin, je vois rien. Je suppose que quelqu'un est en train d'essayer. Alors, donc, oui, voici ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, en principe, avant même d'avoir à soulever quoi que ce soit, eh bien, on doit planifier. C'est-à-dire, avant de lever, on doit évaluer la charge. Est-ce que je peux soulever ça? Voilà. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que seul je peux le faire? Si je ne peux pas le faire, est-ce que je ne peux pas demander à quelqu'un de m'aider? On va soulever. Ou bien, si on ne peut pas, est-ce qu'il n'y a pas une machine ou une assistance mécanique avec quoi on va pouvoir soulever la chose? Voilà, c'est ça d'abord. Donc, oui, et ça pèse combien? Quel est le poids? Quelle est la masse de la chose? Voilà. Donc, on ne va pas aller et puis commencer à soulever. Et là, on va se faire mal. Donc, on doit chercher à savoir quelle est la masse donc, du colis. Voilà. Et la plupart du temps, on sait, c'est connu, puisque si ça vient du port ou si ça a été livré, les masses sont là. Ou bien, si c'est un carton, on sait que oui, ça contient 100 ou bien 50 paquets de temps et chaque paquet fait tellement. Donc, on a une idée toujours du poids. Si c'est des choses qui viennent donc, par consignation et tout, donc c'est souvent marqué. Voilà. Donc, on peut voir. Même si ce n'est pas des choses comme ça, généralement, oui, on sait qu'une brique pleine pèse à peu près combien, une brique creuse pèse. Donc, on a une idée. On sait que notre sac de ciment pèse 50 kilogrammes ou en fonction de, voilà, quel type de sac on utilise. En fait, on a toujours une idée, on peut toujours avoir une idée de quoi on veut soulever. Maintenant, est-ce que je peux le faire? Voilà, seul, sans risque, sans problème. Si je ne peux pas, oui, je demande de l'aide. Si avec ça, on ne peut pas, on va chercher une assistance mécanique. Voilà, donc planifier. Avant de lever, il faut évaluer la charge et voir. Donc ça, c'est très important. Ensuite, il faut déterminer donc la meilleure technique. Voilà, et la meilleure technique, c'est celle qu'on essayait donc de le dire tout à l'heure. Donc, il s'agit quoi? Il s'agit tout simplement donc hein, de garder le dos le plus droit possible. Donc, de plier les genoux, de s'abaisser vers la charge. Bien la gripper, la garder le plus près du corps possible. Donc, et là, l'action de levage, le fait que voici la charge se trouve vers là. Et quand
vous faites un trait, vous voyez, la charge se trouvait vers là et maintenant la charge se trouve ici. Donc, la charge a été levée du sol à ce niveau-là. Donc, cette action de levage-là ne se fait pas par les bras ni par le dos. Parce que si vous courbez, vous voyez, c'est le dos qui va prendre. Maintenant, avec cette technique, c'est quoi? C'est les cuisses, puisque on a plié les genoux. Donc, en se relevant, eh bien, oui, tout simplement les mains, les bras, c'est-à-dire on a juste agrippé la chose. Maintenant, qu'est-ce que la force qui lève? C'est réellement au niveau donc, des muscles des cuisses donc, qui font le levage donc, de l'objet du sol vers sa position comme ça. Donc, c'est ça. Alors, donc, il faut plier les genoux, garder le dos droit, prise, bien sûr, voilà, donc, avant de se lever. Donc, garder la salle près du corps possible pour minimiser le stress, centraliser le centre de gravité et faites face à la direction dans laquelle vous voulez vous déplacer. Renforcer donc les muscles abdominaux, voilà, tout, tout, tout. Si vous n'êtes pas en mesure donc de déplacer la charge par vous-même, demandez de l'aide ou utilisez une aide mécanique. Voilà, donc c'est vraiment la meilleure. Et bien sûr, oui, ça, ce n'est qu'une illustration. Souvent, on doit soulever des choses, pas parce que c'est lourd, mais c'est volumineux. Donc, si vous prenez quelque chose, vous soulevez et que ça bloque votre vision, vous savez pas où vous mettez les pieds, ça, c'est un danger également. Voilà. Donc, il y a tout ça. Donc, quand on dit de planifier, voilà, de voir. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Voilà. Donc, ça fait partie donc, de ce qu'il faut faire. Alors, donc, oui, ça aussi, c'est un petit truc à partager, ce n'est pas aussi. Voilà. Donc, on va continuer de la manutention manuelle. Nous allons au levage et manutention mécanique. Là aussi, c'est un petit résumé de choses qu'on va juste faire et puis continuer. Alors, donc, sans transition toujours, je vais partager. Donc, voilà. Alors, donc, le levage, la manutention euh, par donc, des moyens mécaniques, voilà, puisque nous venons de parler donc de manutention manuelle. Là, ça veut dire, on l'a dit, on l'a défini, c'est par la force humaine, par la force humaine. Mais là, on peut utiliser donc des moyens mécaniques pour lever des charges. Donc, comme vous pouvez le voir à l'image, donc ici, on a une grue en train de soulever des choses. Voilà. Donc, voilà. Donc, utiliser des moyens mécaniques pour lever donc un certain nombre de choses. Alors, donc le levage et la manutention, ça aussi sont des activités, voilà, courantes, enfin, courantes ou pas, plus ou moins courantes en entreprise, ça arrive, mais ce sont des activités qui contiennent d'énormes risques. Voilà, donc ce sont des activités que on doit prendre au sérieux. Voilà, il y a des risques et des risques qui, malheureusement, et certains dangers liés donc à ces activités-là, si ça devait arriver, eh bien, ça peut être plus ou moins grave. Voilà. Donc, les charges lourdes qui tombent sur des gens, c'est des blessures graves, c'est des fractures, c'est des amputations et même la fatalité. Alors, donc, c'est très important qu'en entreprise, on puisse prendre au sérieux ces questions-là. Alors, donc, quelques définitions très rapidement. C'est le dernier virage de notre cours de ce soir. Voilà, on le parcourt rapidement et s'il y a des questions, on y revient. Alors, le levage. Le levage, c'est quoi? Hein? C'est tout simplement l'opération de déplacer verticalement une charge. Tout à l'heure, quand on parlait donc voilà, la manutention manuelle, ça veut dire que c'était les cuisses qui faisaient le levage donc, de la charge.
Voilà, parce que si on a grippé, le fait qu'on était, on s'était plié les genoux en se relevant, dépliant donc les genoux, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est les cuisses qui vont lever. Et quand ils lèvent, oui, puisqu'il y a une charge, vous les sentez à ce niveau. Donc, c'est les cuisses. La force, voilà, se passe à ce niveau. Donc, le levage, c'est quoi? Le fait que la charge était au sol et que la charge est maintenant à un certain centimètre ou un certain, voilà, hauteur donc, du sol. Voilà, c'est cette action verticale-là qui est le levage. Donc, hein, avec des moyens mécaniques, c'est pareil. Donc, le levage, c'est ça, c'est l'opération de déplacer verticalement une charge. On l'a pris, c'était posé au sol, on l'a soulevé, voilà, jusqu'à un certain nombre à une certaine hauteur donc, du sol. Donc, le levage, c'est l'opération, le déplacement vertical. Alors, la manutention, c'est l'opération de manipuler ou de déplacer. Voilà, donc, voilà, la manutention. Donc, manipulation, déplacement et tout ça. Donc, c'est tout ça la manutention. Voilà pourquoi on parle de manutention manuelle et ici, on parle de manutention mécanique. Voilà, donc, par des moyens mécaniques. C'est tout. De l'autre côté, c'est par la force humaine. Alors, donc, la manutention, c'est vraiment l'opération de manipuler ou déplacer une charge. Un appareil de levage, c'est tout dispositif ou équipement utilisé pour soulever ou assister donc le levage donc, des charges. Donc, c'est ça un appareil de levage. Voilà, donc, il y a des machines de levage, il y a des appareils, des outils de levage, donc il y a toute une panoplie. Alors, donc, la plupart du temps, oui, pour les grues, oui, vous connaissez les grues. Voilà, les side booms. Voilà, donc, les palans, les ponts roulants, donc, un certain nombre. Donc, tout ça, ce sont des appareils de levage. OK? Voilà, donc des appareils de levage, des outils de levage et un certain nombre de choses. Alors oui, les palans, les ponts roulants, les tripodes, hein, les potences, les treuils, voilà, donc tout ça, ce sont donc des appareils de levage et de manutention. Les chariots élévateurs, donc vous pouvez voir, les camions nacelles, hein, les nacelles télescopiques, et voilà, donc tout ça sont donc des appareils de élevage et de manutention, voilà, que vous pouvez observer, donc que certainement vous avez. Voici aussi des accessoires de levage. Donc, on a les élingues, les pinces, les câbles, les chaînes, voilà, beaucoup d'accessoires. Donc, les sangles, les câbles, les chaînes, les manilles, voilà, les 10 cercles, un certain nombre de choses, voilà. Donc, tout ça sont des accessoires de levage qui existent que vous avez certainement déjà vu ou que vous voyez, même si c'est de loin, même si vous n'avez pas voir. Donc, voilà, un certain nombre. Ah, donc, il y a beaucoup d'accessoires. Maintenant, oui, on pourrait, dans certaines choses, pousser plus, plus de détails, mais là, juste les citer comme ça. Alors, donc, oui, c'est très important. Voici quelque chose qu'on va aussi dire qui, quand même, reste important. Donc, il faut savoir comment gérer les charges, hein. Donc, pour obtenir le poids de la charge, il faut faire quoi? Il faut consulter les bordereaux du transport, demander au superviseur, oui, telle chose qu'on doit soulever, là, fait combien, hein, ou bien le service d'ingénierie qui pourront vous indiquer, hein, donner donc, voilà. Parce que c'est très important, c'est pas parce qu'on doit aller avec une grue que la grue soulève n'importe quoi. Et la grue ne soulève pas tout non plus. Donc, il y a une certaine capacité, il y a ce que la grue peut, et voilà. Donc, il y a des normes, il y a beaucoup de choses à respecter. Donc, il faut savoir ce qu'on doit soulever là, ça, sa masse, c'est combien. Voilà. Donc, et c'est pourquoi il faut consulter donc, le bordereau ou demander à votre superviseur ou voilà, demander. En tout cas, chercher et il y a toujours, voilà.
Donc, si rien de tout ça n'est clairement disponible, voilà. Si on doit quand même lever, il faut souvent surestimer le poids. Voilà. Donc, vous êtes plus ou moins sûr que, en surestimant, eh ben, qu'on ne risque pas de sous-estimer et de lever et puis avoir des soucis. Voilà. Donc, si vous pensez que la chose que vous voulez soulever fait combien? Bon, parlons de quelqu'un dont je parle, je reviens sur une manutention manuelle. Si vous pensez que ça fait 70 kilos, alors que ça ne fait que juste 20 kilos. Donc, vous vous concentrez pour soulever 70 et puis c'est très léger. Donc, ouais, il y a moins de risques. Mais par contre, quand c'est le contraire, c'est grave. Vous pensez que oui, ce n'est que 20 kilos alors que c'est 80, eh bien voilà. Donc, c'est un peu pareil, même quand il s'agit donc de manutention mécanique, voilà. Donc, si on n'a pas des informations claires, sur, on devrait surestimer. Mais la plupart du temps en entreprise, donc, on peut trouver des informations facilement. Alors, oui, donc, en cas de doute, surestimer. Donc, aussi, sur ces images-là, j'essaie de montrer, voilà comment le gravité, le centre de gravité, par exemple. Voilà. Donc, pour pouvoir attacher, sécuriser certaines choses, il faut voir selon la structure de la chose, hein, quels sont les centres de gravité. Voilà, c'est très important pour ceux qui ont fait de la physique, voilà, comprennent facilement ce point-là. Donc, si vous avez une barre une barre homogène, voilà, qui fait 30 comment dire, 30 centimètres, ben, si vous, même si c'est votre doigt, si vous partez à 15 centimètres et que vous le tenez, ouais, qui peut être plus ou moins en équilibre parce que c'est là son centre de gravité. Voilà. Donc, en fonction de la forme de l'objet. Mais vous voyez, cette forme-là, le centre de gravité n'est plus, par exemple, le centre à ce niveau, mais c'est déplacé un peu à cause de cette structure-là. Voilà. Donc, connaître les centres de gravité va permettre dans le levage, donc, de sécuriser un certain nombre de choses et c'est très important. Voilà. Alors, oui, nous poursuivons. Voilà. Donc, les risques, hein, il y a des risques. Voilà. Donc, comme je le disais, les grues ou tous ces engins de l'élevage ne se lèvent pas tout. Voilà. Donc, il y a des risques, comme vous pouvez le voir à l'image, des renversements. Voilà. Donc, et aussi, dans l'ensemble, oui, il y a des chutes d'objets. Donc, on lève des choses et ça peut retomber. Donc, il y a les collisions, les heurts d'équipement. Hein, il y a les basculements au renversement des appareils de levage. Il y a aussi, voilà, si on travaille dans des zones où il y a de l'électricité, des hautes tensions et autres, avec, même si ça a des grilles, autres, on doit interagir. Donc, il y a des risques d'électrisation ou d'électrocution. Voilà, donc il y a des risques. Donc, pour pouvoir prévenir ces choses-là, c'est de quoi? C'est de chercher à identifier le besoin, hein, d'effectuer le levage. Partout, comme on l'a dit, retenez toujours les neuf principes oui, les neuf principes donc, de prévention. Quand on a le choix, on ne le fait pas. Donc, quand on peut éviter le risque, c'est ça qu'on fait. On évite le risque. Voilà. Maintenant, quand on ne peut pas, on évalue. Voilà. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on revient sur les deux premiers. Ah, le premier principe, le principe donc, de prévention. Alors, donc, oui, il faut chercher à identifier le besoin d'effectuer le levage. Donc, si c'est clairement établi, alors on ne peut pas, il faut avoir un plan de levage là où on va prévoir tout un certain nombre de choses. Alors, il faut évaluer l'opération même de levage, c'est-à-dire identifier tous les risques possibles et donc les, chercher donc à les maîtriser. Alors, donc, l'inspection du lieu donc de l'opération. Est-ce que oui, il n'y a pas des trucs à côté qu'on risque? Voilà, il faut évaluer, inspecter bien le lieu. Voilà. Donc, le terrain, la machine pourrait bien être stable. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui peuvent faire basculer? Est-ce qu'il n'y a pas de choses que lorsqu'on lève et en voulant tourner, est-ce que, voilà. Donc, il faut vraiment inspecter donc, le lieu donc, de l'opération
faut évaluer les charges à soulever, il faut établir un plan de circulation des engins. Voilà, on doit soulever, on doit amener à tel niveau et décharger. Voilà. Donc, il faut voir tout ça. Il faut vérifier la conformité de l'équipement de levage. Voilà. Est-ce que l'équipement en question est conforme pour faire ces travaux-là? Est-ce que oui, si c'est le cas, est-ce que oui, on a regardé donc quel est le poids total, la charge totale qu'elle peut soulever, tout ça. Voilà. Est-ce que l'équipement est inspecté? Est-ce qu'il est vérifié? Est-ce qu'il est à jour? Voilà. Il y a un certain nombre de choses. Donc, oui, il faut tenir compte de tout ça. Alors, oui, toujours dans la prévention, il faut s'assurer que les personnes aux commandes sont habilitées. Ah oui, il faut s'assurer que ceux-là qui manœuvrent les opérateurs, que c'est un opérateur compétent, qui est formé, qui est testé, qui est déclaré compétent. Voilà. Donc, c'est très important. S'il est incompétent, s'il n'est pas habilité, alors c'est déjà un souci, c'est déjà une déviation grave. Voilà. Donc, il faut s'assurer que les personnes qui doivent commander ou être aux commandes sont vraiment habilitées à le faire. Et il faut établir un permis de travail. Voilà, c'est un permis de travail. Voilà. Et comme vous l'avez vu ou comme vous le saviez, donc les permis sont des checklists, sont des listes de vérification d'éléments et de points importants. Voilà, avant de faire un travail donné. Alors, donc, donc, ça va permettre donc de prendre en compte un certain nombre de choses, de vérifier un certain nombre de choses pour s'assurer que l'opération va se faire en toute sécurité. Voilà. Alors, donc, il faut instruire également le personnel sur le risque donc, lié à l'opération. Voilà, donc, une autre réunion donc, de sécurité où on va voilà, analyser les choses ensemble, que chacun sache ce qu'il doit faire et que chacun soit conscient des risques qu'on a voilà, ici et que tout le monde ait connaissance donc, des mesures qu'on a adoptées pour prévenir tout ça. Et il faut baliser la zone pour que hein, l'accès aux personnes étrangères ou aux personnes voilà, qui ne sont pas concernées par l'opération puisse être limité ou interdit. Voilà. Donc, oui, c'est important. Alors, il faut voilà, une assistance voilà, d'un agent assez sûr que nous sommes. Lors de certaines opérations, voilà, il faut que l'on puisse suivre ces choses-là parce que c'est des points importants qui comportent énormément de risques. Les consignes de sécurité générale, telles que, oui, est-ce que l'appareil est adapté hein, pour manutentionner ces charges-là? Chaque appareil de levage doit avoir le document de bord. Il y a le document de bord, de conformité, de capacité, tout ça, voilà. Ça va être là à jour. Donc, le transport des personnes est strictement interdit par les engins de levage. Donc, l'engin de levage, oui, on ne doit pas lever et transporter quelqu'un, non. Donc, on ne peut pas monter sur hein, le boom side d'une grue ou voilà, même pour les chariots voilà, qui soulèvent des gens pour qu'ils fassent un travail, ben, on a vu que c'est interdit. Donc, si on doit monter sur la barrière de levage pour se déplacer et aller là, non, ce n'est pas un moyen de transport. Voilà, mais des appareils de levage. Donc, le transport des personnes, c'est pas permis. Alors, donc, il faut interdire le personnel de circuler sous les charges suspendues. Ça, c'est strictement interdit. C'est une déviation grave. Et sur certains sites, ça ne souffre pas de débat. Et ces genres de déviations peuvent nécessiter des actions immédiates et c'est très dangereux. Voilà. Donc, personne ne doit se retrouver sous une charge suspendue. Nobody should be under a suspended load. Ça, ce sont des consignes très claires et voilà, c'est interdit formellement donc que les personnes soient sous les charges qu'on a levées parce que oui, il y a énormément de risques. Voilà. Donc, imaginez qu'on soulève un conteneur, quelqu'un, et s'il y a un truc qui lâche, qu'est-ce qui se passe? C'est une fatalité. Voilà.
Donc, qu'on soulève des choses lourdes, des ferrailles, un certain nombre de choses, et que, oui, quelqu'un devrait être sous des charges suspendues. Donc, c'est très clair et c'est vraiment des consignes strictes à ce niveau-là. Alors, donc, il faut retirer tout article présentant donc des défauts. Voilà, donc dans les équipements, dans les accessoires, s'il y a des défauts, alors il faut donc pas les utiliser. Donc, utiliser les appareils hein, sur un sol dur, horizontal et plat, donc pour les machines et autres, voilà, donc il va pouvoir avoir donc de bonnes assises. Voilà. Ne jamais laisser une charge suspendue sans surveillance. Donc, on soulève quelque chose, et puis voilà, et ça est là, ça balance, ou personne ne surveille, personne ne... Non, il faut toujours... Et la plupart du temps, vous verrez que souvent, on attache une corde, voilà, qu'on suit, voilà, à la charge qui est levée. Alors, donc, ça, c'est également important. Ne jamais faire une manutention sous des lignes électriques. Voilà, donc des risques électriques qui existent. Donc, une seule personne habilitée est désignée pour guider les opérations. Voilà, il y en a des signaux de la main et autres qu'on fait lors des opérations de levage. Le guide doit être une seule personne. Ah, donc, l'opérateur doit pouvoir regarder. Donc, imaginez plusieurs personnes et chacun fait des gestes. Alors, l'opérateur, il doit suivre qui? Voilà. Et donc, quand c'est comme ça, c'est dangereux. Donc, c'est une seule personne qui doit guider. Voilà. Donc, faire des signaux. Voilà. de- Alors, autre consigne, c'est la vérification de la stabilité de la grue avant le début donc, des travaux. Voilà. Donc, utiliser des cordes de guidage pour les charges, ne jamais soulever en une seule fois plusieurs charges élinguées séparément et jamais soulever en oblique. On soulève en vertical, le levage, comme on l'a dit, c'est un déplacement vertical. Voilà, et aussi, oui, il faut respecter un certain nombre de choses. Donc, interdiction de rouler sous une charge. Voilà. Donc, voici quelques signaux de la main. Ces signaux-là, donc un doigt pointé vers le haut, index levé, se déplaçant, faisant des mouvements circulaires, c'est pour dire d'amener vers le haut. Voilà, donc là, c'est pour dire voilà, d'amener la charge vers la gauche. Là, c'est pour dire arrêt. Voilà, et donc il y a des signaux, et là, ce qui est là, c'est le bras tendu qui vacille comme ça. Voilà, et qui veut dire le plus souvent de faire baisser. Donc, ces signaux-là peuvent être associés au levage de choses hein, ou à la manutention, mais aussi au levage même des personnes. Lorsque quelqu'un monte sur une nacelle ou voilà, sur en tout cas un appareil qui le lève pour qu'il fasse des travaux, eh bien oui, ils utilisent voilà, ces signaux-là pour alors, il y a l'autre partie où il y a les signaux de main élevés et tout ça. Alors qu'on va revoir, oui. À ce niveau, voilà, vous avez vu une grue qui est renversée. Ça s'est passé, ce n'est pas une fiction. Voilà, donc ça s'est passé. Hein. Ça aussi, ça s'est passé. Donc, hein, c'est des choses qui n'ont pas été planifiées, et n'ont pas été inspectées, et on ne sait pas ce qu'on devait soulever, c'est combien, voilà, la masse, tout ça. Donc, ce sont des choses qui se sont passées. Réellement, oui, ça s'est passé. Ce n'est vraiment pas de la fiction. Alors, donc, il faut savoir que les appareils de levage, non seulement il faut respecter un certain nombre de choses, voilà, voilà, parce que ça, ce sont des choses qui se sont réellement passées. Voilà. Donc, voici une grue qui est carrément hein, levée. Donc, on dira quoi ici? Hein, c'est le leveur qui est levé. Donc, ce qui est censé lever, c'est lui qui est levé. Voilà. Donc, c'est des cas comme ça et imaginez donc les conséquences que cela peut avoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est les cas qui se sont passés. Mhm. Donc, tout ça, si on manque donc d'analyser la situation, eh bien oui, ça va se passer. Voilà.
Et voici aussi un cas, et c'est malheureusement un des cas qui fait mal au cœur, voilà, parce que dans ce cadre donc, des opérations de levage donc, de ces pipes que vous voyez, hein, il y a eu un collègue qui a perdu la vie. Voilà, donc vous voyez, ce sang qui est là, ben, c'est du sang humain et il y a une personne qui a perdu la vie. Donc, oui, imaginez, ce sont des choses lourdes. Voilà. Donc, quand c'est levé, que ça va lâcher et revenir tomber sur quelqu'un, le percuter ou bien pendant le déplacement. Voilà. Donc, c'est terrible et la fatalité peut intervenir. Alors, donc, ce sont des activités qui nécessitent que l'on prenne ça au sérieux. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, il faut pas négliger s'il y a des levages, de la manutention, comme ça, dans votre entreprise. Il faut donc s'assurer que cela va se faire en toute sécurité, hein, que le respect d'un certain nombre de consignes, que voilà, s'il y a des permis, qu'on puisse les établir, que les préalables choses à visiter, à régulariser, hein, à vérifier, soit vraiment vérifier et que tout puisse se passer voilà, bien. Alors, donc, pour la liste, bon, pour les signaux de la main également, je crois que on a, donc, ça a été, donc, envoyé également dans le groupe, dont vous les aviez. Voilà, donc, nous sommes vraiment vers la fin. Voilà, donc quelques signaux, voilà, que vous aviez pu observer, qu'on a envoyé plus tôt dans le groupe. Donc voici, hein, là, nous sommes dans le cadre des signaux. Et ça, c'est une personne qui le fait et l'opérateur doit pouvoir observer une seule personne qui le fait. Donc quand il y a plusieurs personnes, voilà, donc, on parle donc de communication positive. Donc, et les signaux de la mer sont vraiment indiqués parce que oui, ça peut se passer dans un environnement bruyant où on ne peut pas utiliser la voix, on ne peut pas entendre, on ne peut pas s'entendre. Voilà. Et on ne peut pas utiliser donc d'autres choses. Donc, les signaux de la main sont très indiqués, parfois assistés, parfois aidés par les radios et autres. Mais voilà, ce sont des langages universels qu'on peut comprendre. Donc, il s'agit en tout cas d'avoir une communication positive. Donc, voici un pas ici tendu qui vacille dans ce sens, qui peut dire arrêt. Voilà. Donc là, vous voyez le doigt qui tourne dans le circulaire, ça c'est levage levé. Voilà, donc levé. Donc là, c'est un levage avec précision. Donc, levage très lentement. Voilà. Donc, un certain nombre de choses. Voilà, donc voici l'un des plus importants. Donc là, c'est en haut, c'était levé. Là, vous voyez que c'est faire descendre. Là, quand on a les deux bras qui vacillent dans ce sens, voilà, dans ce sens, ça, c'est arrêt d'urgence. Si ça arrive, on veut que l'opérateur arrête urgemment. Donc c'est ça. Voilà, donc oui, vous avez ça. Vous pouviez donc analyser, voir un certain nombre de choses. Donc, dans le cas de certains appareils, il y a donc des choses qui s'ajoutent. Voilà. Donc là, treuil principal, taper la tête avec le poing. Voilà. Donc, pour dire que c'est le treuil principal, il doit faire sortir. Voilà. Le treuil auxiliaire. Donc, ça, c'est le coup qu'on tape. Voilà. Immobilisation, joindre les bras devant le corps. Voilà. Et là, c'est un levage lent, levage de précision, si vous voulez. Donc, hein, avec, le pouce, hein, le levage de la flèche, donc abaissement de la flèche, le levage de la flèche et descente de la charge. Voilà, là, le pouce est
levés et les autres doigts, on les plie et on les relâche. Voilà, donc voilà, ça fait, les autres doigts font ce mouvement pendant que là, c'est relevage de la flèche descente. Donc, un certain nombre de choses. Là, quand c'est l'abaissement de la flèche et le levage de là, voilà, donc là, le pouce et vers le bas. Voilà, donc, vous pouvez consulter ces choses-là. Voilà, et puis, s'il y a des questions, voilà, donc vous pouvez poser, que ce soit dans le groupe ou après. Alors, donc, on va s'arrêter là et s'il y a peut-être une question ou deux questions maximum, parce que, eh bien, il est 22 heures moins et donc, voilà, on peut prendre une ou deux questions s'il y en a. Sinon, à tout moment, comme on l'a dit, voilà, s'il y a des questions plus tard, vous les posez dans le groupe ou inbox, voilà, hein, ça fera toujours le plaisir donc de vous répondre. Voilà. Donc, sportivement, ça fait plusieurs choses qu'on a vues. Oui, juste des petits modules, mais chaque chose est importante et beaucoup des choses qui sont donc parmi donc les activités courantes que, en tant qu'associé, on a à faire ou qu'on doit faire face ou qu'on doit faire ou qu'on doit former ou qu'on doit en tout cas avoir des notions et vous l'avez vu, le rôle et donc la responsabilité donc voilà de l'agent ou de la personne associée. Voilà, c'est très important et c'est alors, donc, est-ce qu'il y a une question ou qui a une expérience ou un partage? Voilà, vous pouvez juste lever la main en une, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. On peut encore faire l'effort donc de rester. Alors, oui, est-ce qu'il y a une question? Je ne vois pas de main levée. Donc, il n'y a pas de main levée, c'est que tout est bon. On a bien compris ou alors on a absolument rien compris. Oui, malheureusement, on n'a pas pu faire le partage en direct, mais c'est enregistré. On va donc poster et vous donner le lien de la vidéo. Alors, donc, je vous écoute s'il y a des questions. OK. Apparemment, il n'y a. Oui, Monsieur Euh, Blom. Bonsoir, professeur. Oui, Monsieur Blomby, C.I. Pascal. Je prononce bien votre nom? Voilà. Oui, oui, c'est bien, c'est bien. D'accord. Oui, Voilà, je voulais savoir, ces gestuels que nous avons en image là, oui. c'est l'agent HSE qui doit le faire ou bien c'est quelqu'un qu'on forme qui doit guider l'opérateur de grue? Je ne sais pas Euh, si je me fais. oui, oui, je comprends parfaitement votre question. Voilà. Euh, oui, oui. La plupart du temps, on doit connaître ces gestes-là, on doit les connaître. Mhm. Mais ce n'est pas forcément nous, à ceux qui le faisons. Généralement, C'est c'est ça. des gens qui sont formés, qui maîtrisent ça et qui assistent Mhm. les opérateurs de grue et autres appareils de levage. Voilà. C'est ça. Et en tant qu'assesseur, on le maîtrise. Maintenant, ça dépend des sites. Voilà, ça dépend des entreprises, ça dépend des sites. Ça peut arriver que voilà, vous ayez à aider ou à le faire, mais généralement, ce n'est pas le associé qui le fait. Et souvent, si vous faites l'erreur, donc
de le faire, voilà, vous risquez donc de rester là-bas. Voilà. Voilà. Parce qu'en tant qu'associé, peut-être que vous allez faire un passage quelque part et puis vouloir continuer ailleurs. Mais si du coup c'est vous qui devez le faire, ça veut dire qu'il faut le faire du début jusqu'à la fin, par exemple. Donc, et voilà. Donc, la plupart du temps, ce n'est pas vraiment à l'associé de le faire. Voilà. Mais on doit pouvoir aussi les connaître, les maîtriser, et puis pour pouvoir suivre et puis pouvoir former, pouvoir aussi assister lorsque c'est nécessaire. Voilà. Mais de prime abord, c'est pas l'associé qui le fait. Voilà. Ok, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci à vous. Monsieur Voilà. Bachimo Jean-Marc à la main levée. Allez-y. Bah, ok. Moi, ma question, c'est la suivante. C'est-à-dire que en venant déjà au service, je sais que forcément les HEC ont une base là où ils se rencontrent. Mais pendant les opérations, par exemple, est-ce que, euh, c'est ma question, est-ce que genre, il n'y a pas de consignes données à l'HEC? C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne lui donne pas des directives? C'est-à-dire que, bon, aujourd'hui, tu vas pas dire inspecter tel lieu, et puis là-bas, voici ce que tu vas faire, voici ce que tu vas faire. Ou bien c'est, on appelle ça comment, on lui donne seulement que le lieu, et puis lui, il va faire les choses à l'improviste comme ça, je comprends pas. Ah, d'accord. OK. Merci pour votre question. Euh, Maintenant, en tant qu'agent associé en entreprise, eh ben, il y a, si vous aviez très bien suivi le cours, il y a ce qu'on appelle le département santé-sécurité. Voilà. Donc, le département santé-sécurité aussi, ils ont leurs objectifs, ils ont un programme et tout ça. Et il y a aussi, voilà, il y a des superviseurs associés, il y a donc des managers associés. Donc, voilà, si vous n'êtes pas le patron, c'est que vous avez un patron. Et donc, si vous avez donc des patrons, des superviseurs, bien sûr, c'est eux qui peuvent, voilà, ils connaissent les objectifs du département et qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, on peut vous confier donc des tâches à exécuter et bien sûr, si on vous dit, allez superviser donc les employés de l'autre côté, les travailleurs de l'autre côté, ou bien allez-y faire des observations de tâches, voilà. Donc, il faut observer ces travailleurs qui font des travaux en hauteur, où on vous dit, oui, allez-y observer les opérateurs. Donc, vous allez donc aller là-bas et remplir les fiches signées et ramener et donner à votre superviseur ou à votre patron. Ou si c'est vous le patron, alors vous suivez votre feuille de route et votre plan, et puis soit vous faites déployer vos agents et superviseurs oui, il y a des choses que vous-même, vous pouvez faire. Alors, en tout cas, ça se passe comme ça. Donc, bien sûr, voilà, c'est dans un département, c'est un service, voilà, et qui a donc plusieurs personnes et plusieurs travailleurs et plusieurs, oui, des objectifs, oui, quotidiens et mensuels, annuels, voilà. Donc, et selon ce plan-là, donc les choses s'exécutent dans ce sens. C'est bon, Bâtiment, Jean-Marc, je répondais à votre question. Oui, 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 c'est bon, c'est bon. Merci, monsieur. Merci donc. Alors, donc, est-ce qu'on a une autre question, une dernière question? Voilà, donc, s'il n'y a plus de questions, je ne vois plus de mains levées, personne a ouvert aussi son micro. Alors, donc, on va s'arrêter là, puisqu'après 22 heures, ce n'est pas évident. Voilà, on va s'arrêter là. Et comme on l'a dit, s'il y a des préoccupations, voilà, vous pouvez toujours intervenir dans le groupe en inbox ou voilà. En tout cas, à tout moment, ce serait toujours avec plaisir. Alors, donc, on va s'arrêter là et
Et donc, merci à tous, voilà, et à toutes, même si j'ai pas encore vu une femme dans le groupe. Voilà, donc, bonne soirée à tous. Inch'Allah, on va se retrouver le jeudi pour un autre cours, si Dieu le veut. Voilà, donc, excellente soirée, bon début de semaine à tous. Voilà, donc, bye.